Cette vidéo consacrée à la structure budgétaire des collectivités fait partie d'un parcours de 5 vidéos qui doit vous permettre de maîtriser l'environnement financier, budgétaire et comptable des collectivités locales. La première est consacrée aux principes budgétaires et comptables. La deuxième, à la structure budgétaire. La troisième, à la prévision budgétaire. La quatrième, à l'exécution budgétaire. La cinquième, enfin, au contrôle budgétaire. Pour traiter la question de la structure budgétaire des collectivités locales, 3 axes principaux vont être examinés successivement. D'une part, on va essayer de regarder quels sont les différents documents budgétaires que l'on trouve dans une collectivité tout au long de l'année. On évoquera ensuite, dans un deuxième temps, la distinction entre la section d'investissement et la section de fonctionnement. On essaiera de comprendre quelles sont les informations que l'on trouve en fonctionnement, quelles sont les informations que l'on trouve en investissement, comment se fait la répartition entre les deux sections. Et enfin, dans un troisième temps, on essaiera de rentrer dans le contenu des documents budgétaires. En d'autres termes, quelles sont les principales recettes de fonctionnement, quelles sont les principales dépenses de fonctionnement, et ensuite quelles sont les principales recettes d'investissement et les principales dépenses d'investissement, de façon à caractériser la structure budgétaire des collectivités et à mieux comprendre les actions menées par les collectivités, mais aussi les contraintes auxquelles elles sont soumises. Et parmi ces contraintes, il est important de se souvenir de la règle de l'équilibre budgétaire que l'on a vue dans la première vidéo. Tout au long de l'année, on va retrouver plusieurs étapes budgétaires qui vont donner lieu à l'approbation par l'Assemblée délibérante de plusieurs documents budgétaires. Il convient tout d'abord, en préambule, de bien faire la distinction entre la terminologie de budget. Lorsqu'on entend budget, on doit forcément penser prévision budgétaire. Dans un budget, on va trouver des prévisions budgétaires de dépenses et de recettes. Et le budget ne doit pas être confondu avec un compte. Dans un compte, que ce soit le compte administratif ou le compte de gestion dont on parlera tout à l'heure, dans un compte, on ne va pas trouver des prévisions budgétaires, dans un compte, on va trouver des réalisations budgétaires. Donc en préambule, bien faire la différence entre la terminologie budget qui renvoie à des notions de prévision et la terminologie de compte qui renvoie à des notions d'exécution. 3 types de documents peuvent se rencontrer en matière budgétaire dans les collectivités. D'abord, les documents d'orientation budgétaire. Avant le vote du budget, on va proposer aux élus de l'Assemblée délibérante des documents d'orientation budgétaire. On rentrera dans le détail tout à l'heure. Les documents d'orientation budgétaire, comme je viens de le dire, permettent de préparer les documents de prévision budgétaire qui vont être proposés à l'adoption de l'Assemblée délibérante. Et enfin, une fois que les budgets ont été votés, une fois que l'exécutif a été autorisé à exécuter le budget, à la fin de l'année, interviennent les documents de réalisation budgétaire qui permettent de faire la photographie de ce qui a été effectivement réalisé par rapport aux prévisions du début de l'année. Mais rentrons d'abord dans les documents d'orientation budgétaire. Toutes les collectivités de plus de 3500 habitants sont tenues, depuis la loi ATR, Administration territoriale de la République, du 6 février 1992, d'organiser un débat d'orientation budgétaire dans les 2 mois précédant le vote du budget. Pour les régions, ce délai est de 10 semaines avant le vote du budget. Le débat d'orientation budgétaire doit permettre aux élus de l'Assemblée délibérante de débattre sur la politique budgétaire et financière de la collectivité. En d'autres termes, il ne s'agit pas là de rentrer dans le détail du prochain budget de la prochaine année. Il s'agit de regarder globalement comment sur plusieurs années ont évolué les finances de la collectivité dans le passé
et de se projeter dans le futur. Quels seront le programme d'investissement à réaliser dans le futur et comment les équilibres financiers de la collectivité pourront être maintenus en réalisant ce programme d'investissement. Ce débat d'orientation budgétaire doit donner lieu, depuis la loi NOTRe d'août 2015 et un décret de juin 2016, à la rédaction d'un rapport sur les orientations budgétaires qui doit être voté par l'Assemblée délibérante. Ce rapport est normalisé. Il doit contenir un minimum d'informations obligatoires. Au-delà des informations obligatoires, ce rapport peut bien évidemment être enrichi. Mais les informations obligatoires doivent y figurer. Et ce qu'il faut bien conserver en mémoire, mais nous aurons l'occasion d'y revenir, c'est que le débat d'orientation budgétaire, la délibération qui prend acte de la tenue de ce débat d'orientation budgétaire et qui approuve le rapport d'orientation budgétaire, est un élément substantiel pour que le budget primitif soit légal. En d'autres termes, s'il n'y a pas eu de débat d'orientation budgétaire organisé dans les délais impartis, le budget qui serait voté serait un budget illégal. Le débat d'orientation budgétaire doit intervenir, comme on l'a dit, dans une période de 2 mois préalablement au vote du budget. Ça ne peut pas être plus de 2 mois et ça ne peut pas être le même jour que le vote du budget. Mais à l'intérieur de cet espace de 2 mois, l'Assemblée délibérante est convoquée par le maire à n'importe quel moment. Les documents de prévision budgétaire. Le document le plus important que l'on trouve en début d'année est le budget primitif. Le budget primitif va intégrer les prévisions de dépenses et de recettes pour l'année entière. En effet, vous vous souvenez de la règle du principe de l'annualité budgétaire qui veut qu'un budget soit prévu sur une année civile. Donc le budget, même s'il est voté en avril, intègre toutes les autorisations budgétaires du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. En d'autres termes, si la collectivité vote son budget au 10 avril et que durant les 4 premiers mois de l'année, elle a effectué beaucoup de dépenses de fonctionnement, eh bien son budget de l'année en cours devra tenir compte de cette surconsommation de fonctionnement sur la première partie de l'année. En d'autres termes, l'année budgétaire ne commence pas au moment où le budget est voté. L'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre, même si le budget est voté le 10 avril. Le budget est voté chapitre par chapitre. C'est le principe de la spécialité budgétaire dont on a parlé dans la vidéo précédente. Le maire n'a pas le droit de dépenser plus que le montant voté sur le chapitre. Mais en cours d'année, il peut être nécessaire, pour réajuster les crédits, d'augmenter certains chapitres et de diminuer d'autres chapitres. Le maire n'est pas compétent pour faire ces transferts de crédits de chapitre à chapitre. Le maire doit proposer une décision modificative à son assemblée délibérante et c'est l'assemblée délibérante qui, lorsqu'elle vote la décision modificative, vote le transfert d'un chapitre vers un autre chapitre. Les décisions modificatives peuvent intervenir à n'importe quel moment dans l'année, alors que le budget primitif doit être voté avant le 15 avril de chaque année. Les années de renouvellement des assemblées délibérantes, les élus ont un délai supplémentaire et le budget peut être voté jusqu'au 30 avril. En ce qui concerne les décisions modificatives, elles peuvent intervenir n'importe quand dans l'année. Et dans la vidéo qui concerne les principes budgétaires et en particulier le principe de l'annualité budgétaire, nous avons vu qu'une décision modificative qui concerne l'année N pouvait intervenir jusqu'au 21 janvier de l'année N+1. Donc, décisions modificatives peuvent intervenir à n'importe quel moment dans l'année pour faire des transferts entre les chapitres. Nous n'avons pas évoqué jusqu'à maintenant le budget supplémentaire. Le budget supplémentaire va avoir, comme les décisions modificatives, pour objet de faire des transferts de chapitre à chapitre. Mais le budget supplémentaire a un objectif de plus. Le budget supplémentaire, il est adopté après le vote du compte administratif. On va voir tout à l'heure que lorsque les élus votent le compte administratif, ils votent également un résultat de fonctionnement, souvent positif,
et il vote un résultat d'investissement souvent négatif. Le budget supplémentaire va avoir pour objectif de réincorporer dans le budget de l'année N les résultats comptables de l'année N-1. C'est la raison pour laquelle le budget supplémentaire intervient après le vote du compte administratif. C'est la raison pour laquelle on appelle ça un budget supplémentaire, parce que souvent le budget supplémentaire, il permet de réincorporer les excédents de fonctionnement de l'année dernière, les excédents de l'année dernière pouvant constituer une ressource supplémentaire qui va permettre d'afficher une dépense supplémentaire. Ces documents de prévision budgétaire, que ce soit le budget primitif, le budget supplémentaire ou les décisions modificatives, permettent à l'Assemblée délibérante de donner à l'exécutif une autorisation budgétaire de dépenser. Et cet exécutif, chapitre par chapitre, et cet exécutif n'a pas le droit de dépenser plus que le montant voté par chapitre. À la fin de l'année, interviennent le vote des documents de réalisation budgétaire. On a vu dans la vidéo sur les principes budgétaires que l'exécution budgétaire se terminait au 31 décembre pour la section d'investissement et se terminait au 31 janvier au terme de la journée complémentaire pour la section de fonctionnement. Une fois, à l'issue du 31 janvier, que les réalisations budgétaires, les dépenses et les recettes de l'année N sont terminées, l'ordonnateur, l'exécutif de la collectivité, va préparer son compte administratif. Le comptable public va préparer son compte de gestion. Les deux confrontent respectivement le compte administratif et le compte de gestion qui doivent être identiques sur chaque ligne à l'euro près. Une fois que le travail de concordance a été effectué, le comptable public adresse avant le 1er juin le compte de gestion à la collectivité et le compte administratif et le compte de gestion sont approuvés au cours de la même séance du conseil municipal avant le 30 juin de l'année N+1. En d'autres termes, le compte administratif et le compte de gestion de l'année N doivent être votés par l'Assemblée délibérante avant le 30 juin de l'année N+1. Lorsque les élus votent le compte administratif, ils votent en fait une concordance avec le compte de gestion. Nous trouvons donc pour une année le débat d'orientation budgétaire, le budget primitif, le budget supplémentaire, des décisions modificatives et à la fin de l'année, le compte administratif et le compte de gestion. Ces documents-là s'appliquent aussi bien pour le budget principal que pour les éventuels budgets annexes que la collectivité doit prévoir. Souvenez-vous, le budget annexe est une dérogation au principe de l'unité budgétaire. La collectivité est obligée de mettre en place un budget annexe pour les services publics, industriels et commerciaux. Et dans certains cas de figure, la collectivité a la faculté, a la possibilité de mettre en place un budget annexe. Mais lorsqu'il y a un budget annexe, il doit y avoir un budget primitif pour le budget annexe, un budget supplémentaire et des décisions modificatives pour le budget annexe si nécessaire, un compte administratif du budget annexe et un compte de gestion du budget annexe. Et il y a autant de budgets primitifs, autant de comptes administratifs, autant de comptes de gestion qu'il y a de budgets annexes. Souvenez-vous, nous avions parlé effectivement également dans les atténuations et les exceptions à la règle de l'unité budgétaire, nous avions parlé des budgets autonomes. La différence entre un budget annexe et un budget autonome, c'est qu'un budget annexe est un budget dont l'exécutif de la collectivité est l'ordonnateur, alors qu'un budget autonome est un budget d'un établissement public autonome avec une personnalité juridique propre, séparée de la collectivité, même si au quotidien, les échanges entre la collectivité et le budget autonome sont nombreux. Par exemple, dans un budget autonome, on peut prendre l'exemple d'un CCAS, d'un centre communal d'action sociale ou d'une caisse des écoles. Ce sont des entités très proches de la commune, mais autonomes, avec un conseil d'administration propre,
avec du personnel propre et avec un budget propre, quand bien même ce budget serait alimenté presque à 100% par des subventions du budget communal. Donc ne pas confondre budget annexe et budget autonome. Et un budget annexe et un budget autonome, ils ont un budget primitif, des comptes administratifs, un compte de gestion et autant, si nécessaire, de budgets supplémentaires et de décisions modificatives. Les documents budgétaires, la présentation des documents budgétaires doit respecter un certain formalisme. La présentation des documents budgétaires doit être conforme aux maquettes budgétaires. Et les maquettes budgétaires, c'est la forme que doivent avoir tous les budgets, quelle que soit la commune de France. Le budget primitif a la même forme, respecte la même apparence. La maquette budgétaire est intégrée dans la nomenclature budgétaire. La nomenclature budgétaire, c'est l'instruction comptable qui fixe précisément les règles budgétaires et comptables applicables à la collectivité concernée. On va avoir différentes nomenclatures comptables selon le type de collectivité. Par exemple, pour les communes et les intercommunalités, c'est la M14 qui s'applique. Toutes les nomenclatures comptables publiques commencent par M. Par exemple, pour les départements, c'est la M52 qui s'applique. Par exemple, pour les régions, c'est la M71 qui s'applique. Par exemple, pour les métropoles, c'est la M57 qui s'applique. Chaque type de collectivité a une nomenclature bien spécifique. Et puis, on a évoqué les services publics industriels et commerciaux. Les services publics industriels et commerciaux, parce que c'est une activité spécifique, disposent aussi d'une nomenclature spécifique qui commence par 4. Par exemple, l'eau et l'assainissement est un service public industriel et commercial soumis à l'instruction budgétaire M49. Les transports urbains sont aussi, les transports collectifs sont aussi un service public industriel et commercial qui utilise la nomenclature M43. Chaque fois qu'une nomenclature commence par 4, c'est un service public industriel et commercial. Nous avons vu précédemment, notamment dans l'introduction, que spécifiquement dans les collectivités locales, à la différence de ce qu'on peut trouver dans d'autres organisations, il y a une différence entre la section de fonctionnement qui intègre les opérations courantes, les opérations quotidiennes de la collectivité, et la section d'investissement qui va concerner les opérations, les biens qui vont rester durablement dans le patrimoine de la collectivité. Donc chaque budget de collectivité, que ce soit un budget principal ou un budget annexe, comporte deux sections, une section de fonctionnement et une section d'investissement. Pourquoi existent ces deux sections? Ces deux sections viennent de la peur historique de l'État que les collectivités n'empruntent pour payer des dépenses courantes. Il ne serait pas sain qu'une collectivité emprunte pour payer des dépenses de fonctionnement. L'emprunt, c'est un outil qui va permettre de faire financer les générations futures. Si j'emprunte aujourd'hui, et si je souscris un emprunt sur 15 ans, pendant 15 ans, je rembourserai l'emprunt. Ça veut dire que si je fais des dépenses de fonctionnement aujourd'hui, que je mobilise un emprunt et que je rembourse cet emprunt pendant 15 ans, ça veut dire que ce seront les générations de demain qui paieront pour des dépenses de fonctionnement qui ont bénéficié exclusivement aux générations d'aujourd'hui. Ce ne serait pas juste, ce ne serait pas équitable, ce serait risqué. Et donc pour que les élus locaux n'aient pas la tentation de financer des dépenses de fonctionnement par de l'emprunt qui pèserait sur des générations futures, l'État a dit aux collectivités, voilà, il va y avoir deux sections, une section de fonctionnement et une section d'investissement. Et seule la section d'investissement pourra être financée par emprunt. La section de fonctionnement devra être financée par les générations d'aujourd'hui, par l'intermédiaire de l'impôt ou par l'intermédiaire des tarifs prélevés pour les services publics. Les intérêts de la dette sont des dépenses de fonctionnement. Les frais financiers sont des dépenses de fonctionnement. Alors que le remboursement du capital de la dette sont des dépenses d'investissement. Les deux sections, section de fonctionnement et section d'investissement, sont étanches. Il ne doit pas y avoir de porosité entre les deux.
Les seules passerelles qui existent entre le fonctionnement et l'investissement, c'est ce qu'on appelle des opérations d'ordre. Une opération d'ordre, c'est une opération qui ne donne pas lieu à mouvement de trésorerie. Si c'est une dépense d'ordre, il n'y a pas de sortie de trésorerie. Une opération d'ordre, c'est une opération qui va s'équilibrer en dépenses et en recettes. Comme l'opération s'équilibre en dépenses et en recettes, il n'y a pas de sortie de trésorerie. Un exemple d'opération d'ordre, les amortissements. Les amortissements sont une dépense de fonctionnement et une recette d'investissement. Lorsque vous achetez un véhicule, par exemple une voiture qui vaut 10 000 euros, au fur et à mesure des années, la voiture va perdre de la valeur. La question qui se pose, c'est comment faire pour que dans 5 ans, quand votre voiture sera foutue, comment faire pour avoir accumulé suffisamment de ressources pour remplacer cette voiture? L'amortissement, qui est une dépense de fonctionnement, va permettre virtuellement de mettre de l'argent de côté en recette d'investissement. Si j'achète une voiture de 10 000 euros aujourd'hui, tous les ans pendant 5 ans, je vais amortir 2 000 euros. Ça veut dire que je vais faire une dépense de fonctionnement de 2 000 euros. Je vais rentrer cette dépense de fonctionnement dans ma poche. C'est une recette d'investissement. Et au bout de 5 ans, virtuellement, j'aurai accumulé 10 000 euros de recettes d'investissement. Et ces 10 000 euros de recettes d'investissement me permettront de racheter un véhicule sans que j'ai besoin d'emprunter. Tout ça, c'est virtuel, bien évidemment. Donc, retenez qu'il y a deux sections, section de fonctionnement, section d'investissement. Retenez que seule la section d'investissement peut faire l'objet d'un financement par emprunt. Retenez que les seuls mouvements qui permettent de faire une passerelle, de faire le lien entre les deux sections, ce sont des opérations d'ordre. Des opérations d'ordre sont des opérations qui ne donnent pas lieu à mouvement de trésorerie. Et par exemple, les amortissements sont une opération d'ordre. Maintenant se pose la question, à quel moment on impute des dépenses et des recettes en fonctionnement et à quel moment, surtout, on impute des dépenses et des recettes en section d'investissement. Pour la section de fonctionnement, c'est simple. La réponse, elle est de deux ordres. Les dépenses et les recettes de fonctionnement, c'est les mouvements qui concernent des opérations de la vie quotidienne, de la vie de tous les jours de la collectivité. Et surtout, on va mettre en section de fonctionnement ce qu'on ne met pas en section d'investissement. Donc par défaut, tout ce qu'on ne met pas en section d'investissement, ça va être du section de fonctionnement. Et la section de fonctionnement, c'est la vie courante de la collectivité. Je paye les salaires en fonctionnement. Je paye des subventions de fonctionnement en fonctionnement, ça va sans dire. Je paye l'eau, l'électricité, les ramettes de papier en section de fonctionnement. Je paye les intérêts de la dette en section de fonctionnement. Donc tout ce qui concerne la vie quotidienne de la collectivité. En revanche, je vais utiliser la section d'investissement uniquement pour les biens qui vont rester durablement dans mon patrimoine. Durablement, qui vont rester longtemps dans mon patrimoine. J'achète une voiture, pendant 5 ans, 10 ans, je vais utiliser la voiture. La voiture est donc un actif, un élément du patrimoine. J'achète une voiture en section d'investissement. Si j'achète une ramette de papier, la ramette de papier, je vais la consommer. Je vais la consommer dans l'année ou dans l'année d'après. Si j'achète un stylo, le stylo, je vais le consommer. Je vais le consommer dans l'année. Si j'achète un ordinateur, l'ordinateur, je vais le garder 3 ans, 5 ans, 6 ans. L'ordinateur est en section de fonctionnement, le stylo est en section de... L'ordinateur est en section d'investissement, pardon, le stylo est en section de fonctionnement. Donc ce qui va rester durablement dans le patrimoine, une voiture, un bureau, un ordinateur, un terrain, un bâtiment, c'est de la section d'investissement parce que ça va rester durablement dans le patrimoine. Pour les biens, on a une règle relativement simple. C'est la valeur unitaire du bien. Si la valeur unitaire du bien est inférieure à 500 euros, on va considérer que c'est de la vie courante et c'est du fonctionnement. Si la valeur du bien est supérieure à 500 euros, on va considérer
que le bien a une certaine valeur et donc que le bien va être utilisé sur plusieurs années. Et donc, tous les biens dont la valeur unitaire est supérieure à 500 € vont être imputés en section d'investissement. Mais il y a des biens qui ont une valeur inférieure à 500 € et qu'on va garder durablement. Par exemple, une table, une chaise, ce sont des biens dont la valeur unitaire est inférieure à 500 € et pourtant on va les garder durablement dans le patrimoine de la collectivité. Ça doit être des investissements. Et donc, effectivement, pour toute une liste de biens qui sont en annexe à un décret de 2012, tous les biens qui sont listés dans cette annexe-là sont des dépenses d'investissement, même si la valeur unitaire est inférieure à 500 €. Pour les biens, on a une règle relativement simple. La barrière des 500 €, au-dessus, c'est de l'investissement, et la liste du décret qui permet de dire que même si ce bien a une valeur inférieure à 500 €, ben c'est quand même de l'investissement. En revanche, pour les travaux, c'est plus compliqué. Lorsqu'une collectivité fait des travaux de bâtiment ou fait des travaux, par exemple, sur la voirie, à quel moment c'est une dépense de fonctionnement et à quel moment c'est une dépense d'investissement? Pour les travaux, le seuil de 500 € ne fonctionne pas. Lorsqu'on a des travaux, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les travaux en question augmentent la valeur de mon patrimoine? Est-ce que les travaux en question augmentent la durée de vie de mon patrimoine? Lorsque je repeins des salles de classe dans un collège, ça peut valoir 500 000 € de repeindre toutes les salles de classe de tout le collège. Eh bien, même malgré ce montant, ça peut ne pas être de l'investissement, ça peut être du fonctionnement. Est-ce que le fait de repeindre la salle de classe donne de la valeur supplémentaire à mon bâtiment? Est-ce que le fait de repeindre la chambre du petit dernier dans votre appartement, est-ce que ça va permettre de vendre votre appartement plus cher? Probablement pas. Est-ce que le fait de repeindre la chambre du petit dernier va permettre de redonner de la durée de vie à votre appartement? Probablement pas. C'est donc plutôt du fonctionnement. Maintenant, si vous refaites la toiture de votre maison, si vous refaites la peinture extérieure, l'étanchéité de l'extérieur, eh bien, probablement que ça va donner, vous repartez tranquille pour 10 ans, vous repartez tranquille pour 15 ans, vous repartez tranquille pour 20 ans. Probablement que parce que vous avez refait la toiture, parce que vous avez refait l'étanchéité extérieure, ça va redonner de la valeur supplémentaire à votre maison et peut-être que vous allez la vendre plus cher. C'est donc de l'investissement. Retenez que en matière de travaux, c'est pas le montant des travaux qui compte, c'est la nature des travaux. Soit ça augmente la valeur de votre patrimoine, soit ça augmente la durée de vie de votre patrimoine et c'est donc de l'investissement. Soit ça n'est pas le cas et c'est donc une dépense de fonctionnement. Les deux diapositives suivantes vont nous permettre de rentrer dans le détail des principales recettes et des principales dépenses de la section de fonctionnement et de la section d'investissement. On va d'abord commencer par examiner les dépenses et les recettes de fonctionnement de cette section-là, comme nous l'avons dit. Quelles sont d'abord les principales recettes de fonctionnement? Dans les recettes de fonctionnement, nous allons trouver les impôts locaux. En haut, vous avez les impôts et les taxes. Dans les impôts et les taxes, vous avez deux catégories d'impôts. Les impôts directs, qui sont directement payés par le contribuable aux services fiscaux, et les impôts indirects, qui sont payés par les contribuables à un opérateur économique, et cet opérateur économique, dans un deuxième temps, il reverse les impôts aux services fiscaux. Donc, en matière d'impôts, faire la différence entre les impôts directs et les impôts indirects. Quoi qu'il en soit, les impôts constituent la plus grande partie des recettes des collectivités locales. Dans une commune et une intercommunalité, on va avoir les impôts directs qui représente une part prépondérante. Les impôts indirects sont plus
faible, en partie. Dans un département et dans une région encore plus, il y a moins d'impôts directs et beaucoup plus d'impôts indirects. On va prendre quelques exemples. Dans les communes, les impôts indirects, on trouve jusqu'à présent la taxe d'habitation, la taxe sur le foncier bâti, la taxe sur le foncier non bâti, la cotisation foncière des entreprises et la cotisation à la valeur ajoutée payée par les entreprises aux intercommunalités. Tout ça, ce sont des taxes directes, de la fiscalité directe. On trouve aussi la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui est aussi une fiscalité directe. À noter que la taxe d'habitation pour les communes va disparaître et être remplacée par la taxe foncière des départements que les départements n'auront plus. Pour la préparation à votre concours, n'hésitez pas à regarder les ressources qui concernent les réformes fiscales. Dans les impôts indirects des communes, on peut trouver l'impôt, la taxe sur l'électricité. Il faut savoir que quand vous payez votre facture sur l'électricité, la collectivité peut voter une taxe. Et quand vous payez votre taxe à EDF, EDF collecte une partie de l'argent qui reviendra dans les caisses de la collectivité. C'est une fiscalité indirecte. Lorsque vous payez, lorsque vous allez en vacances, vous payez la taxe de séjour. La taxe de séjour, elle est payée à l'hôtelier ou au tenancier de camping qui reverse la taxe à la commune dans un deuxième temps. C'est de la fiscalité indirecte. Troisième exemple de fiscalité indirecte, quand vous achetez une maison, vous payez des frais notariés. Et il y a une partie des frais notariés qui s'appelle les droits de mutation qui retournent à la commune, une partie un peu plus importante des droits de mutation qui retournent au département. Et donc, c'est de la fiscalité indirecte. À côté de la fiscalité, on trouve les concours de l'État, les dotations de l'État. Dans les dotations de l'État, vous trouvez 3 catégories de dotations. Les dotations forfaitaires. Les dotations forfaitaires sont calculées pour toutes les collectivités de la même façon, soit en fonction du nombre d'habitants, soit en fonction de la superficie. Mais en tout cas, que la commune soit riche, que la commune soit pauvre, une dotation forfaitaire donne un forfait pour toutes les collectivités en fonction du nombre d'habitants ou en fonction de la superficie, comme je viens de dire. Donc, première catégorie de dotation, les dotations forfaitaires. Deuxième catégorie de dotation, les dotations de péréquation. L'État, à travers des dotations de péréquation, va verser plus d'argent aux collectivités les plus pauvres et moins d'argent ou pas d'argent du tout aux collectivités les plus riches. Dans les dotations de péréquation, il y a 2 types de dotations de péréquation. 2 types de péréquation, 2 types de logique de péréquation. La péréquation verticale. La péréquation verticale, c'est de l'argent qui est pris sur le budget de l'État pour aller dans le budget des collectivités locales. Au titre de la péréquation verticale, on trouve 3 types de dotations. La dotation de solidarité urbaine pour les communes urbaines, la dotation de solidarité rurale pour les communes rurales pauvres et la dotation nationale de péréquation qui vient s'ajouter à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale. Dans tous les cas de figure, la péréquation verticale permet de donner de l'argent aux communes pauvres. Il y a un autre type de péréquation, c'est la péréquation horizontale. La péréquation horizontale, c'est la péréquation entre guillemets Robin des Bois. La péréquation horizontale, on va ponctionner de l'argent aux collectivités riches. Cette ponction va alimenter un fonds et ce fonds sera redistribué aux collectivités pauvres. On appelle ça la péréquation horizontale parce qu'on prend aux collectivités riches pour donner aux collectivités pauvres. Quels sont les critères pris en compte pour déterminer qu'une collectivité est riche ou qu'une collectivité est pauvre? On va utiliser la notion de potentiel fiscal. Le potentiel fiscal, c'est l'argent qu'aurait la collectivité si elle appliquait les taux moyens nationaux. Comme on applique des taux moyens nationaux à toutes les collectivités, toutes les collectivités sont mises sur un pied d'égalité. Et on va regarder
Quels sont les potentiels fiscaux les plus élevés? Ce seront des collectivités riches. On leur prendra de l'argent ou on ne leur en versera pas. Et quelles sont les collectivités avec le potentiel fiscal le plus faible? Et ces collectivités avec le potentiel fiscal le plus faible bénéficieront d'un soutien de l'État. Donc, première logique de dotation, les dotations forfaitaires. Je verse la même somme à tout le monde en fonction du nombre d'habitants. La dotation de péréquation, je verse de l'argent aux plus pauvres. Et il y a une troisième logique de dotation, c'est les dotations de compensation. Lorsque l'État, en 1982, transfère de nouvelles compétences aux communes, il transfère les compétences, ça veut dire qu'il transfère les dépenses. En contrepartie des dépenses transférées, l'État transfère également les ressources qui vont avec. Et les ressources qui vont avec, ce sont des dotations de compensation. Par exemple, la dotation générale de décentralisation est une dotation de compensation. Je t'ai transmis une compétence, avec la compétence, je t'ai transmis la dépense. En face de la dépense, je te transmets une dotation de compensation. Donc on va trouver des dotations de compensation qui sont versées non pas aux riches, non pas aux pauvres, mais qui sont versées aux collectivités qui récupèrent une compétence de plus et des dépenses de plus, qu'elles soient riches ou qu'elles soient pauvres. Dans les dotations de compensation, on va avoir également des dotations de compensation lorsque l'État fait une réforme fiscale. Lorsque l'État fait une réforme fiscale, il supprime des impôts. Comme l'État supprime des impôts, il supprime une recette. Et comme l'État supprime une recette, il faut qu'il compense la recette. Et donc l'État, lorsqu'il supprime des impôts, il peut remplacer l'impôt supprimé par un nouvel impôt à la même hauteur, ou alors il peut remplacer un impôt par une dotation de compensation. La difficulté, c'est que la dotation de compensation, elle n'évolue pas de façon aussi dynamique que l'impôt perdu par la collectivité. J'ai une taxe professionnelle qui évoluait de façon dynamique d'une année sur l'autre. Une partie de la taxe professionnelle a été remplacée par des impôts qui vont avoir une certaine dynamique, peut-être moins importante, et une partie de la taxe professionnelle a été remplacée par des dotations de compensation. Ces dotations de compensation n'augmentent pas d'une année sur l'autre. La collectivité perd donc l'effet du dynamisme. Mais pire encore, chaque année, l'État souhaite donner plus de moyens à la péréquation. Et pour donner plus de moyens à la péréquation, alors que l'enveloppe de l'État est figée, et pour donner plus d'argent à la péréquation, l'État prend sur la partie compensation. C'est-à-dire que les dotations de compensation, non seulement elles sont moins dynamiques que la fiscalité qui a été supprimée, mais en plus les dotations de compensation, elles diminuent d'une année sur l'autre parce que l'État s'en sert comme variable d'ajustement de façon à faire moins de compensation et plus de péréquation. Donc retenez que dans les dotations de l'État, il y a 3 catégories. Les dotations forfaitaires, pour tout le monde pareil en fonction du nombre d'habitants. Les dotations de péréquation, je donne plus d'argent aux pauvres. Et les dotations de compensation, je compense des charges que j'ai transférées ou je compense des réductions de fiscalité que j'ai opérées. Enfin, dans les recettes de fonctionnement des collectivités, on va trouver les recettes tarifaires. 2 types de recettes tarifaires. Je suis une collectivité, je propose des services publics. La cantine scolaire, les crèches, la médiathèque, l'ALAE entre midi et 2, le centre de loisirs le mercredi. Je propose des activités sportives, je propose l'entrée à la piscine. Tous ces services publics donnent lieu à de la facturation qui va rentrer, à des tarifs qui sont facturés et qui va rentrer dans les recettes de fonctionnement. Mais la collectivité, c'est aussi un domaine public. Et ce domaine public peut faire l'objet de recettes, de valorisation. Par exemple, je suis une collectivité qui autorise des restaurateurs et des tenanciers de bars à utiliser la terrasse. La terrasse, elle est installée sur le domaine public. En contrepartie de la terrasse, je vais appliquer des tarifs. Et donc, ça va être une recette de fonctionnement de la collectivité. La collectivité, elle peut organiser des marchés de plein vent. Et donc, en contrepartie des marchés, les forains qui vendent leurs marchandises au marché sont tenus de payer à la collectivité une partie de droits pour utiliser le domaine public. Voilà de façon très schématique
les 3 types de recettes de fonctionnement, les impôts locaux, directs ou indirects, les dotations de l'État, forfaitaires, péréquation ou compensation, et les tarifs, le produit des services publics, qui peut être lié au fonctionnement du service public ou qui peut être lié à l'occupation du service public. Dans les dépenses de fonctionnement, on va trouver, qui occupent la part la plus importante, les dépenses de personnel. On va trouver aussi les charges à caractère général, l'eau, l'électricité, les ramettes de papier, les études et prestations de services qu'on commande à des partenaires. Ce sont les charges à caractère général, la deuxième grande catégorie de dépenses de fonctionnement. Dans les dépenses d'intervention, on va trouver notamment toutes les subventions que la collectivité verse. Dans les subventions, il y a les participations aux syndicats intercommunaux. Il y a les participations obligatoires, par exemple aux services départementaux d'incendie et de secours. Il y a toutes les subventions versées aux associations. Et vous voyez que toutes les recettes de fonctionnement ne sont pas consommées dans le train de vie courant de la collectivité. La collectivité n'a pas tout consommé. Et en bas, en bleu, vous trouvez ce qu'on appelle la capacité d'épargne. Pour une collectivité, c'est comme pour vous. Vous avez votre salaire. Avec votre salaire, vous avez un certain train de vie. Et normalement, si tout se passe bien à la fin du mois, vous dégagez une capacité d'épargne. Vous, la capacité d'épargne, vous la mettez à la banque. Et pendant plusieurs années, votre épargne, elle grossit. Et quand votre épargne est suffisamment grosse, vous pouvez investir en achetant une voiture ou en achetant une maison ou un appartement. Et bien pour une collectivité, c'est un peu pareil. Elle a des recettes de fonctionnement, c'est ce qui correspond à votre salaire. Elle a des dépenses de fonctionnement, c'est ce qui correspond à votre train de vie, à la vie quotidienne. Et comme vous, elle a une capacité d'épargne. Mais à la différence de vous, on va voir que la collectivité investit. En ce qui concerne les recettes d'investissement, on trouve la capacité d'épargne ou la capacité d'autofinancement. On trouve les dotations et subventions, notamment pour financer les projets d'investissement, mais aussi des dotations de l'État qui sont des dotations forfaitaires, comme le FCTVA, le Fonds de compensation de TVA, qui est une dotation et non pas un remboursement de TVA, et qui est versé, calculé en fonction des investissements réalisés 2 ans avant. Cette dotation d'investissement, de même que la dotation générale d'équipement pour certaines collectivités, n'est pas fléchée, n'est pas affectée à certains investissements. Elle sert à l'équilibre global de la section d'investissement. Et enfin, dans les autres recettes d'investissement, nous avons les emprunts dont on a parlé tout à l'heure. Toutes ces ressources d'investissement servent à financer d'abord le remboursement du capital de la dette. Et le remboursement du capital de la dette doit être couvert pour une bonne gestion par l'épargne brute. L'épargne brute doit être supérieure au remboursement du capital de la dette. Viennent ensuite les dépenses d'équipement des collectivités, qui sont les opérations d'acquisition ou de travaux pour lesquelles les collectivités sont responsables. Et enfin, des subventions d'investissement que la collectivité peut verser à des tiers, soit des tiers privés, soit des tiers publics. Que retenir des informations essentielles de cette semaine? D'abord, qu'il existe un grand nombre de documents budgétaires pour les collectivités. D'abord des documents d'orientation budgétaire, le débat d'orientation budgétaire, le rapport relatif aux orientations budgétaires, puis des documents de prévision budgétaire comme le budget primitif, le budget supplémentaire qui intervient après le compte administratif, des décisions modificatives qui interviennent à n'importe quel moment dans l'année et jusqu'au 21 janvier N+1. Une fois que l'exécutif, l'ordonnateur de la collectivité a été autorisé à dépenser par les budgets votés par l'Assemblée délibérante, ils exécutent les dépenses et les recettes et en fin d'année interviennent des
documents de réalisation budgétaire, comptes administratifs et comptes de gestion qui permettent de faire la photographie des réalisations budgétaires, la photographie des résultats comptables. Les résultats comptables d'une année N sont repris l'année suivante dans le budget supplémentaire de l'année N+1. C'est pour ça que le budget supplémentaire intervient après le vote du compte administratif. Parfois, dans les très petites communes, nous avons des comptes administratifs qui peuvent être votés avant le budget primitif. Si le compte administratif est voté avant le budget primitif, eh bien les résultats comptables de l'année N-1 sont repris dans le budget primitif de l'année N et il n'y a pas besoin de faire de budget supplémentaire. Les transferts entre chapitres sont effectués par des décisions modificatives. La structure budgétaire des collectivités fait apparaître deux sections. Une section de fonctionnement pour la vie courante, les dépenses et les recettes courantes, quotidiennes, et les dépenses d'investissement, la section d'investissement, qui permet d'intégrer les opérations, les biens qui vont rester durablement dans le patrimoine de la collectivité. Seules les dépenses d'investissement peuvent être financées en partie par de l'emprunt. Lorsqu'une collectivité mobilise de l'emprunt, il faut qu'elle soit vigilante et qu'elle vérifie la capacité financière future à rembourser son emprunt. Il faudra notamment vérifier que dans le futur, les capacités d'épargne future permettent de rembourser chaque année jusqu'à extinction de l'emprunt le capital de la dette. Les dépenses et les recettes de fonctionnement correspondent à des opérations courantes. Dans les recettes de fonctionnement, nous avons la fiscalité, directe et indirecte, les dotations de l'État, dotations forfaitaires, dotations de péréquation, dotations de compensation, et nous avons des tarifs liés à l'utilisation du service public ou des tarifs liés à l'utilisation du domaine public. En fonctionnement, en dépenses de fonctionnement, dépenses de personnel, charges à caractère général, subventions de fonctionnement et intérêts de la dette. La collectivité génère un autofinancement. L'autofinancement constitue aussi une recette d'investissement. À cette recette d'investissement vient s'ajouter des subventions d'investissement et le produit de l'emprunt, le montant de l'emprunt. Toutes ces ressources d'investissement permettent de payer les dépenses d'investissement. Si à l'issue de cette vidéo, vous avez besoin d'informations complémentaires, de documents, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche. De la même façon, Finance Territoriale a digitalisé l'ensemble des formations inscrites à son catalogue. Elle peut donc très facilement répondre à vos attentes et vous proposer des formations à distance ou mixtes, à distance en présentiel ou complètement en présentiel, à des tarifs optimisés par rapport aux tarifs des autres sociétés de formation. Au-delà de ces formations inscrites au catalogue, la méthodologie que nous mettons en œuvre et le très large réseau de nos intervenants nous permet, toujours à des coûts optimisés, de vous proposer à distance ou mixte n'importe quelle formation relative à la gestion des collectivités ou au management public. Finance, marché public, ressources humaines, management, intercommunalité, gestion des services publics et bien d'autres thématiques encore. Chaque fois que vous avez un besoin en matière de formation, n'hésitez pas à nous solliciter.